reconnaissant de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter quelque chose sur le Millennium Ecosystem Assessment, ce qui était le titre de la présentation. Au final, on va parler un petit peu d'autre chose, mais bon, on va revenir dessus un peu après. Donc, je m'appelle Pierre de France, je suis un économiste de l'environnement. Je travaille à Actéon, qui est un petit bureau d'études et de recherche basé à Colmar. On a une quinzaine à travailler sur tout ce qui est les questions de l'environnement, mais plutôt sous les angles socio-économie et gouvernance, avec un nouveau bureau maintenant à Grenoble aussi. Et je vais vous parler donc plus précisément de comment rendre l'évaluation économique de l'environnement plus utile. Donc, sachant que je travaille sur ces questions-là depuis quelques années, et donc on va essayer de présenter quelques réflexions qu'on a eues avec plusieurs études qui ont été réalisées par notre bureau d'études récemment. Donc j'excuse aussi Hélène Bouscas et Pierre Strosser ainsi qu'Yann Belay qui ont largement participé au travail mais qui ne sont pas présents aujourd'hui. Et on rentre dans le vif du sujet. Donc concrètement, on a eu il y a 2 ans 2 études principalement qui traitaient de l'évaluation économique des zones humides. Donc une pour le ministère de l'écologie, pour le commissariat général au développement durable plus précisément, avec un objectif qui était de comprendre quelle est la valeur des services rendus par les zones humides. Dans le but de gérer un peu l'engagement numéro 112 du Grenelle de l'environnement qui dit que la France doit acheter ou doit préserver entre guillemets 20 000 hectares de zones humides sur son territoire. Et donc l'idée du ministère était de dire la préservation de ces zones humides, ces 20 000 hectares de zones humides a un coût important a priori. Et donc il est important qu'on puisse afficher un bénéfice, ou en tout cas ce que pourrait être un bénéfice associé à la préservation de ces zones humides en parallèle. Ça c'est pour l'objectif un petit peu politique des choses. Sur la partie plus méthodologique, ce qui était aussi une des grandes tendances de cette étude, c'était de traiter 2 questions qui sont assez importantes et qui n'ont pas beaucoup été, en tout cas qui n'ont pas encore été résolues actuellement sur la partie sur l'évaluation économique de l'environnement, qui sont les doubles comptes et le transfert de valeur. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde ces choses-là. En gros, le double compte, c'est juste de dire que à partir du moment où on prend un écosystème, qu'on considère l'ensemble des services qui le rend, si on met une valeur sur chacun de ces services, il y a des chances qu'on ait des redondances et donc qu'on compte 2 fois une même chose, ou alors des chances qu'on oublie quelque chose et qu'on ne le compte pas, et donc qu'on affiche une valeur sous-estimée ou surestimée par rapport à ce que serait la valeur des services rendus par les zones humides. Et concernant le transfert de valeur, c'est une question très politique qui a beaucoup aussi suscité de recherche, qui consiste juste à dire ces études d'évaluation économique de l'environnement, elles sont relativement coûteuses et elles prennent du temps. Donc l'idée c'est de prendre les résultats d'une étude sur un site particulier et de transférer ces valeurs ou ces résultats sur un autre site qui n'a pas été étudié pour avoir une première estimation, une première idée de quelle est la valeur du bien écosystémique ou du bien environnemental, ici en l'occurrence les zones humides. Donc on avait 3 cas d'études, dont le PNA du Cotentin, qui est un territoire assez vaste en Normandie, sur lequel on va revenir un peu plus tard, et une seconde étude avec les objectifs un peu similaires pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui visait à améliorer les connaissances des zones humides, avec 7 cas d'études sur le territoire donc, du bassin hydrographique Loire-Bretagne. Et donc pour ces 2 études, une question commune qui était de comprendre comment l'économie peut aider à mieux gérer les zones humides, ou entre guillemets le capital naturel, comme certains économistes pourraient l'appeler. Cette question qui du coup s'intègre assez bien, je pense, dans les réflexions qu'on a pu avoir hier et qu'on peut avoir aujourd'hui sur le développement durable, dans la mesure où l'économie de l'environnement, ou en tout cas l'économie dans ce cas-là, doit permettre de fournir un arbitrage entre, d'une part, préservation des milieux naturels, ici des zones humides, et d'autre part, développement économique, en essayant de trouver le bon juste milieu entre les deux, en fait. Pour répondre à une des demandes de René Passet hier sur le fait d'afficher ces valeurs pour rompre un peu avec la subjectivité de chaque vision des choses, je suis pour ma part totalement en accord avec ce que disait René Passet hier sur la plupart des éléments qui étaient présentés. En tout cas sur le constat général, avec une question que j'avais et que j'ai toujours et que j'ai depuis plusieurs années, qui est concrètement comment on fait pour rompre avec le système actuel, pour rompre avec la façon de penser des décideurs, que ce soit les décideurs politiques ou les décideurs nous, en tant que citoyens, sur la façon de consommer, sur la façon de gérer l'environnement. Et il me semble,
c'est en tout cas ce que je perçois maintenant, après quelques années, que l'économie de l'environnement, l'évaluation économique de l'environnement, permet d'avoir une petite réponse à cette en tout cas pratique et de court terme à cette question générale, en donnant des éléments, en permettant de refléter un peu, de faire émerger la valeur qu'ont ces différents biens environnementaux qui étaient avant cachés, pour que les décideurs politiques ou les décideurs de consommation, entre guillemets, nous, puissions intégrer ces éléments dans nos décisions quotidiennes, sous certaines conditions. Donc juste une slide pour présenter la diversité des zones humides qui ont été étudiées. Donc sur le bassin Seine-Normandie, 3 cas d'études différents. La Bassée qui est une plaine alluviale, la Moyenne Vallée de l'Oise en orange qui est une plaine alluviale aussi, et puis le PA du Cotentin qui est donc en vert. Et puis en bas, le bassin Loire-Bretagne avec 7 cas d'études qui devaient représenter une certaine diversité de cas d'études avec des marais, des baies, des plaines alluviales, des tourbières, des étangs, etc. pour avoir en gros une grille remplie avec chaque type de zone humide, des valeurs associées, et puis pouvoir transférer ça de façon plus ou moins intelligente sur d'autres sites. Globalement, quelle approche on a utilisée pour ces deux études et pour ces études en général? 2 éléments. D'abord, une approche systémique, c'est-à-dire qu'on a considéré l'ensemble des services rendus par les zones humides de chacun de ces territoires. Donc pour un service écosystémique, juste pour rappeler un peu l'origine, c'est donc une notion qui est assez récente, qui a 30 ou 40 ans, et qui est née sous l'impulsion d'écologues soucieux de futur de la biosphère et qui ont tenté de répertorier les grandes fonctions limitantes des écosystèmes nécessaires ou utiles aux humains. Donc ça, c'est en tout cas initialement. Après, ont été greffés des choses en plus qui sont les services culturels, les activités récréatives, et donc les services, tout ce qui est dans quelle mesure l'environnement nous fournit une source d'inspiration, une source de recherche, un support à l'éducation, un support à des activités récréatives particulières, et tout un tas d'autres services différents. Donc une définition qui peut être fournie, c'est les bénéfices que l'homme retire directement ou indirectement de la nature ou du fonctionnement des écosystèmes. Et le TIB, qui est donc The Economics of Ecosystem and Biodiversity, considère que donc, ces concepts de services écosystémiques et de capital naturel, qui reviennent à peu près au même, peuvent nous aider à reconnaître les nombreux bénéfices que nous offre la nature. Donc c'est quelque chose qui fait relativement débat en ce moment et qui peut être discuté, qui sera discuté, enfin je l'espère en tout cas, par la suite. Et donc c'est ça qui fait le lien avec le titre Millennium Ecosystem Assessment qui était présenté dans le planning, parce que on a considéré, donc on a pris l'ensemble des services fournis par les zones humides à partir de ce que proposait le MEA, donc qui est établi au cours des années 2000 avec la contribution de centaines et de centaines d'experts de différents horizons, une liste de services fournis par fournis par les écosystèmes en général et par chaque type d'écosystème en particulier. Donc une liste qui est assez pédagogique et qui reprend les services selon 4 catégories différentes: les services de production, les services de régulation, les services culturels et les services de soutien qui sont à l'origine des autres services. Et on a utilisé une approche graduée, à savoir qu'on a essayé de ne pas s'intéresser qu'à la valeur des écosystèmes en tant que tel, c'est-à-dire essayer de faire du transfert de valeur directement ou de comprendre la valeur sans comprendre le système avant. On a essayé bien de comprendre quel était le système, son fonctionnement, donc en identifiant l'ensemble des services fournis, en essayant de comprendre l'ensemble des interactions qu'il y avait entre l'homme et l'environnement sur ces territoires délimités de façon assez claire, en essayant de caractériser au mieux chacun de ces services indépendamment. Donc dans le temps et dans l'espace, avec notamment des questions qui sont qui bénéficie du service et qui paye pour ce service. Si on considère par exemple les questions de régulation des crues ou des inondations pour certaines plaines alluviales, les zones humides permettent en gros de limiter les effets des inondations sur les zones à l'aval, mais en revanche du coup il y a des zones de rétention des crues qui sont inondées et qui peuvent pâtir entre guillemets aux populations locales. En troisième étape, essayer de quantifier en termes écologiques chacun de ces services, comprendre quelle est la capacité épuratoire en termes de kilos de nitrate abattus par hectare, en termes de biomasse produite, etc. Et puis enfin, et seulement au final, essayer de mettre une valeur dessus. On va revenir un peu sur la façon dont on met une valeur dessus, qui n'est pas forcément parfaite, mais qui permet de fournir un élément en plus en termes d'information par rapport aux autres étapes précédentes.
Sachant que, juste un petit warning, monétariser, c'est pas forcément, enfin, c'est mettre une valeur sûre, c'est pas forcément dans le but, et même c'est pas dans le but a priori, d'échanger les actifs environnementaux ou de les revendre après. Le but c'est pas de faire un marché de zones humides. Le but c'est bien d'afficher une valeur qui existe pour nous tous, sachant que on a une valeur associée à ces écosystèmes particuliers. Donc de la faire ressortir pour pouvoir l'afficher, pour pouvoir d'une part la comparer à des coûts de préservation par exemple, et d'autre part orienter les décisions pour que les gens prennent en compte ces éléments-là et se rendent compte que c'est relativement important. Un focus sur juste un cas d'étude particulier qui est le PNA du Cotentin, donc qui était en Normandie, avec ici une carte qui montre un peu la répartition des types de zones humides sur ce territoire. Donc on voit que c'est un petit peu plus complexe que juste zone humide, c'est-à-dire qu'il y a différents types de zones humides qui sont représentés. Majoritairement des marais aménagés dans un but agricole, qui représentent 80% de la surface des zones humides sur le territoire, donc des 50 000 hectares de zones humides. Et on voit que ces marais aménagés, donc c'est un territoire qui est relativement rural, qui est assez bien préservé, avec beaucoup de prairies, beaucoup d'agriculture extensive. Et on voit que ces marais sont en fait totalement anthropisés, c'est-à-dire que la régulation hydrique, la régulation hydrique est totalement anthropisée, c'est-à-dire qu'il y a des vannes à l'entrée de la baie qui permettent de gérer les entrées d'eau et de sorties d'eau, et qui permettent d'inonder ou pas les marais en fonction des périodes, pour satisfaire les chasseurs d'un côté qui ont besoin d'eau pour faire venir les différents oiseaux à chasser, ou les agriculteurs qui ont besoin d'avoir moins d'eau à un moment donné pour pouvoir pâturer ou pour pouvoir faucher. Des marais et des lagunes côtières qui sont plus minoritaires, des zones humides ponctuelles, des tourbières et puis la baie des Vets. Je viens assez rapidement sur les résultats parce que finalement c'est pas ces éléments-là que je voulais vous présenter, mais c'est plus des questions, des réflexions qui en découlent. Donc ça c'est un type de résultat qu'on peut présenter sur cette étude, un extrait des 100 pages de discussion sur l'identification des services, la caractérisation des services, leur quantification et leur monétarisation. Et ça c'est le type de résultat qui est présenté en tout cas qui est retenu par les différents décideurs politiques parce que c'est simple et qui est présenté dans les différents colloques, conférences où ce type d'étude est présenté. Donc qui est en gros un tableau avec une valeur minimale, une valeur maximale qui représente une incertitude et différents services associés avec pour chaque service une valeur donc minimale maximale, la somme au final de ces différents services. Et donc on retient au final uniquement le fait que les zones humides, ces 50 000 hectares de zones humides sur ce territoire valent entre 118 millions d'euros et 218 millions d'euros par an. En fait, c'est pas qu'ils valent cette valeur-là, c'est que on a quantifié les bénéfices associés à ces zones humides, à leur présence, à peu près à ce chiffre-là. Donc, ce qui correspond en gros à 2400 ou 4000, entre 2400 et 4400 euros par hectare. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de cela quand on nous présente cela? A priori, alors, personnellement, pas grand-chose. Avec une question qui est derrière, est-ce qu'il faut préserver les zones humides? 117 millions d'euros, 218 millions d'euros, c'est beaucoup, soit, mais alors ça fait que 2000 ou 4000 euros par hectare. Finalement, si on a un supermarché ou une industrie, c'est beaucoup plus que ça à l'hectare. Donc comparativement, on aurait plutôt intérêt à mettre des supermarchés partout ou des industries partout, donc à ne pas préserver les zones humides. En même temps, on peut se dire que effectivement, quand on a un projet d'aménagement sur le territoire, il y a 30 ans, on n'aurait pas réfléchi à la valeur des zones humides ou des écosystèmes qu'on détruisait. On aurait juste drainé les zones humides et puis mis l'industrie, mis le supermarché, sans réfléchir plus que ça. Là, du coup, on dit, on va drainer les zones humides, mais on sait quand même qu'on perd une certaine valeur, une certaine valeur, et qu'un certain nombre d'acteurs associés à ce territoire perdent quelque chose, et donc on permet de le mettre un peu en exergue. Une autre question qui est-ce qu'on peut dire que toutes les zones humides ont la même valeur? C'était un des objectifs des deux études que j'ai présentées au début, qui était de dire, on fait des cas d'études, on essaie de comprendre la valeur de ces territoires, de ces zones humides, on rapporte ça à l'hectare, et on se dit, bon, alors là, c'est des marais, en gros, des marais agricoles. Marais agricoles en France, entre 2000 et 4000 euros par hectare. On transfère tous les marais en France, et on a une valeur, en gros, des marais en France. Et donc, c'est ce type de résultat et ce type de réflexion qui, à mon avis, nuisent fortement à l'intérêt que peut avoir l'évaluation économique de l'environnement, et qui, du coup, doit être présenté, en tout cas, de façon différente, parce que ces résultats ne sont pas faux. C'est effectivement
l'aboutissement du rapport. Mais je pense qu'il y a une manière de le présenter qui est un petit peu différente et qui peut être plus utile pour la réflexion que juste un tableau avec des valeurs qui sont honnêtement pas très lisibles. Une version un peu plus soft de présenter les choses, c'est avec un peu plus de couleurs, c'est plus sympa. Ça permet de représenter un peu alors d'une part le fait que la fourchette de valeurs est assez importante, quand même c'est du simple au double, et d'autre part que entre les différents services, on a différents ordres de grandeur qui sont assez bien visibles là-dessus. Mais bon, on perd quand même, on reste sur une vision assez limitée de l'information et on perd quand même pas mal de choses. D'où la théorie de l'iceberg, très intéressante, qui est juste de dire, est-ce qu'on peut réduire l'économie de l'environnement juste à cette partie émergente, c'est-à-dire juste à cette valeur? A priori, je pense pas, et je pense qu'il est plus intéressant de capter l'ensemble des éléments. En même temps, en pratique, quand on a 20 minutes pour présenter des résultats, comment est-ce qu'on peut présenter l'ensemble des résultats qui tiennent en 100 pages de rapport en 20 minutes? Et comment on peut présenter, quand on est un acteur politique quelconque, un décideur politique, des informations de façon synthétique et de façon claire, en rentrant dans le détail. C'est pratiquement assez compliqué. Donc, est-ce qu'on peut réduire l'économie de l'environnement à cette partie émergente de l'iceberg? A priori, non. Et je remets juste un petit schéma qui sort du team, qui est très intéressant et qui explicite que dans l'évaluation économique de l'environnement, on perd de l'information chaque fois qu'on passe à une étape suivante. J'ai dit identification des services, on a la vision globale de quels sont les services qui sont rendus, y compris le fait que les gens aient un sentiment d'appartenance au site, qu'ils soient attachés au fait qu'il y ait des marais sur leur territoire, qu'il y ait des inondations régulièrement, que l'hiver le territoire soit blanc parce que recouvert d'eau et que le soleil se reflète dedans. Donc il y a des choses qui sont identifiables, mais qui après en termes de quantification sont un peu plus difficiles. Donc on perd l'information quand on qualifie les choses, quand on les quantifie, et encore plus quand on les exprime en termes monétaires. Et donc comment ne pas perdre cette information autrement qu'en lisant les 100 pages du rapport? Comme ça. Alors, comme ça, c'est une façon qui me semble personnellement un tout petit peu plus compliquée, soit, mais plus pertinente en termes de message. C'est-à-dire qu'on représente ici, non pas seulement les valeurs, mais les valeurs dans leur système, les valeurs explicitées par rapport à quelque chose et mises en rapport les unes par rapport aux autres. Alors, pour expliquer, il faut que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit quand même. C'est une représentation systémique des différents services donc, qui sont représentés en ligne. Si on prend le deuxième, par exemple, la purification de l'eau permet d'avoir une eau de bonne qualité, permet d'avoir donc des prélèvements pour l'alimentation en eau potable, donc une utilisation effective. Avec, dans la première colonne, tout ce qui est fonctions de support, qui sont dans quelle mesure l'écosystème fonctionne, comment il fonctionne, etc., qui sont des choses très compliquées que personnellement je ne comprends pas, mais que peu de gens comprennent de façon très précise, et qui sont du coup en gros généralement représentées par une espèce d'amas de choses ou d'interrelations entre différentes composantes. Ensuite, des fonctions qui sont des fonctions secondaires, qui sont le fonctionnement même du système, donc on est sur la partie naturelle du système. Et puis de l'autre côté, tout à gauche, une utilisation, enfin presque tout à droite, excusez-moi, une utilisation effective qui est en gros le système anthropique. De quelle manière l'homme utilise les services ou le fonctionnement bénéficie du fonctionnement de ces écosystèmes. Donc pour la partie purification de l'eau, qui est des hommes ou pas et qui est de l'alimentation en eau potable ou pas, le système est là, le système purifie de l'eau et le système a un abattement de nitrates, etc. Sauf que s'il n'y a personne en face pour prélever de l'eau, il n'y a pas de bénéfice en tant que tel pour la population. Tout à droite, donc les inputs anthropiques qui sont juste le fait que pour passer par exemple la partie verte, alimentation matériaux, pour passer de la production de biomasse fournie par le système à de l'agriculture, il y a besoin d'avoir des machines, il y a besoin d'avoir de l'homme, des ressources humaines, etc., qui permettent de tirer la valeur de ces écosystèmes. Donc on voit des relations entre les différentes fonctions de l'écosystème qui permettent d'aboutir à des bénéfices, des utilisations effectives. Et on voit également des interactions négatives qui sont par exemple la rétention des crues. La rétention des crues, c'est certes positif pour les personnes qui sont à l'aval, mais c'est aussi négatif pour les personnes qui sont localement, qui subissent les inondations et qui subissent les moustiques notamment. Donc une vision un peu plus compliquée des choses, mais qui à mon avis est plus juste et qui traduit plus l'information qui est fournie dans ce type d'études, avec à chaque fois des petites bulles qui marquent la valeur associée à chacun de ces éléments, sachant qu'au final ces valeurs-là ne représentent pas grand-chose si ce n'est une information complémentaire disant c'est important, pas important.
un élément aussi qui est en bas du schéma, qui est le fait que la biodiversité n'est pas un service en tant que tel. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'a considéré nous pour cette étude, mais elle contribue à alimenter les écosystèmes, à permettre leur fonctionnement et donc à fournir ces différents services dont l'homme bénéficie. Et d'un autre côté, le fait qu'il y ait c'est-à-dire que par exemple, il y a des oiseaux qui sont là pour que les chasseurs puissent les prendre, des poissons qui sont là pour que les pêcheurs puissent les prendre, etc. Et puis d'un autre côté, il y a toute une biodiversité qui n'est pas utilisée entre guillemets par l'homme, parce que la partie service écosystémique est une vision assez anthropomorphique des choses, anthropocentrée en tout cas. Une partie biodiversité qui est donc non utilisée par l'homme et qui du coup considérée comme la valeur de non-usage. Je ne rentre pas là-dedans non plus parce que c'est des considérations un peu compliquées et c'est pas le but de ma présentation. L'autre message, donc le fait qu'on ne prenne pas que la partie émergente de l'iceberg, l'autre message c'est de raconter une histoire par rapport à ces différents services. Parce que personnellement, quand je lis Recherche des aquifères AEP, je ne suis pas capable de savoir ce qu'il y a derrière concrètement, ni en termes d'explicitation du service, ni en termes d'hypothèses qui ont été faites derrière pour essayer d'aboutir aux valeurs. Donc on oublie souvent de raconter cette histoire quand on fournit ces éléments, ces résultats. On oublie d'expliquer quel est le processus qui est en œuvre et qui explicite qui aboutit à ce service et à ce bénéfice. Et on oublie de rappeler qui est concerné. C'est-à-dire que concrètement, pour la conchyliculture, c'est des conchyliculteurs qui sont concernés. Pour la partie AEP, c'est l'ensemble de la population, sachant que les zoonimides du Cotentin permettent d'alimenter un aquifère en dessous qui bénéficie à toute la population de la Manche, donc d'un département entier. Et on oublie de rappeler ces hypothèses. Si on prend l'exemple du coup alimentation en eau potable et conchyliculture, on oublie de dire que ces zoonimides, en fait, elles alimentent et elles purifient l'aquifère, comme je vous disais, et qu'on a estimé qu'elles apportaient en gros, qu'elles permettaient de faire infiltrer en gros 46 millions de mètres cubes par an. On oublie de dire que la dénitrification permet d'abattre en gros 5 à 10 mg par litre de nitrate. Et on oublie d'expliquer que les valeurs correspondent en fait à essayer de comprendre pour ces éléments-là quel serait le coût pour l'homme d'abattre ces 5 à 10 mg de nitrate ou d'éviter de les émettre, c'est-à-dire de moins mettre de nitrate par l'agriculture, de moins émettre de nitrate par les stations d'épuration, enfin d'azote en l'occurrence, ou de les traiter après sur la partie eau potable, où on va du coup avoir des traitements assez coûteux en termes d'élimination des nitrates, des pesticides, etc. Donc c'est comment l'homme arrive à compenser ce que fait la nature. C'est comme ça qu'on arrive à capter la valeur en tant que telle d'un service particulier. Donc pour différents services, il y a différentes façons de calculer ces différents bénéfices. On vient là-dessus. Sur la conchyliculture, par exemple, elle bénéficie également de la partie purification du service de purification des zones humides, mais sur la partie bactériologique, où en gros on considère que s'il n'y avait pas les zones humides, la qualité des eaux serait classée en B au lieu d'être classée en A actuellement, et que du coup la conchyliculture aurait des coûts de traitement bien supérieurs à ce qu'elle a actuellement, et donc une perte ici d'une trentaine de millions d'euros. Troisième petit message, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais j'ai bientôt fini. Sur la question du transfert de valeur. Une question bête, mais en gros, on considère qu'un hectare de zone humide correspond à un hectare de zone humide, ce qui est à peu près aussi bête que de dire qu'un kilo de légumes correspond à un kilo de légumes. Et je cherchais hier soir une recette qui permette de dire que, en gros, un légume est plus important qu'un autre ou vaut plus cher. Et finalement, j'ai trouvé que les champignons, avec une question de truffe, une question de champignons de Paris, où on se rend bien compte qu'un champignon de Paris et une truffe, ce sont des champignons, mais que les deux ont une valeur totalement différente, qu'elles permettent de faire des recettes totalement différentes, et que les gens les perçoivent de façon totalement différente. Donc, à la question vrai ou faux, un hectare de zone humide égale un hectare de zone humide, la réponse est évidemment faux. Mais concrètement, comment faire pour capter cette diversité de zones humides et faire un transfert de valeur qui soit un petit peu intelligent et éviter de faire un hectare de zone humide égale un hectare de zone humide sur tout le territoire français? Il n'y a pas de solution. Je n'ai pas de solution particulière. Juste une idée encore qui est de juste représenter les choses de façon un peu schématique pour se rappeler de quel système on parle. C'est pas un hectare de zone humide, c'est pas un hectare de marais, c'est un hectare de marais dans un contexte où il y a un territoire avec 18 hectares seulement, donc assez peu d'interaction entre ces différents... une surface assez faible, avec en rouge, en bordeaux sur les différents schémas, toutes les pressions, en vert, tous les efforts de préservation du système, ou tous les moteurs de préservation du système, en bleu, tous les services
fournis par le système, et en violet, tous les usages associés à ce système. Donc on voit bien ici qu'on a deux marais, avec des surfaces tout à fait différentes, et que l'un des avantages des marais du Cotentin, c'est que c'est une surface qui est extrêmement large, et du coup qui permet d'avoir des interactions et des effets seuil, des synergies qui sont bien plus importantes que sur un territoire qui fait 18 hectares, où finalement le principal service fourni, c'est une question de purification de l'eau. Il y a assez peu de biodiversité, assez peu d'usages associés au territoire, pour mon premier schéma. Donc voilà. Donc c'est se rappeler, quand on fait du transfert de valeur, faire un transfert de valeur un petit peu intelligent, en se rappelant quelles sont les pressions, quel est le contexte du système dans lequel du système dont on parle, quels sont les services fournis et quels sont les usages fournis. Et il y a un deuxième élément par rapport à cette partie de transfert de valeur, de ne pas transférer des valeurs qui sont des valeurs par hectare de zone humide, mais des valeurs qui sont plutôt par service, sachant que une valeur au niveau global sur la zone humide n'a pas forcément beaucoup de sens. Et des conclusions pour finir, qui sont les mêmes que ce que j'ai dit précédemment, qui sont très simples, qui sont juste de rappeler qu'on ne peut pas restreindre l'évaluation économique juste à une simple valeur économique. En tout cas, que ce serait dommage de le faire, parce que c'est une approche de l'environnement qui, à mon avis, permet d'apporter quelques clés ou quelques approches pragmatiques pour gérer, tout au moins à court terme, en attendant un changement de paradigme, des problèmes qu'on a actuellement. Ne pas oublier de raconter les histoires qui sont associées à ces différents systèmes. C'est-à-dire qu'on a tendance, en tant qu'économiste, à raconter que des choses avec des petits modèles et des équations, ce qui perd totalement les gens et ce qui n'a aucun sens en termes de message. Donc rappeler de quoi on parle, rappeler les histoires qui sont associées à chacune des évaluations. Et puis ne pas oublier que c'est pas le fruit de juste les économistes, c'est un travail qui concerne une synergie entre différentes disciplines, entre écologues et économistes, et que c'est cette synergie-là qui permet d'aboutir à quelque chose d'intéressant, que c'est pas juste comprendre la valeur, mais que c'est comprendre le système en tant que tel, et que c'est cette compréhension du système qui se fait par différentes disciplines qui permet d'aboutir à des messages assez intéressants. Et enfin, se rappeler que qu'il faut prendre en compte le système dans sa diversité. Et je vous inviterai du coup à voir le rapport du TIB qui est paru en 2011, qui est très intéressant par rapport à ça, et qui expliquera beaucoup mieux que moi l'utilité d'avoir cette approche par système et de considérer ces services écosystémiques dans l'analyse économique, et pour répondre à ces questions d'arbitrage entre préservation de l'environnement et développement économique. Voilà, je vous remercie et je vous invite à voir le rapport sur le site du ministère. Merci. Donc nous réservons les questions pour